une table ronde. À cette table ronde, je vous présente le professeur Pierre Tadevin, qui joue le rôle aujourd'hui du spécialiste en santé sexuelle. Corinne, dont je connais le prénom, mais pas le nom de famille, de France, contrairement à Honoré de Mayotte, qui, elle, va jouer le rôle de la spécialiste en addictologie. Nous avons après Honoré et Margot, qui, eux, travaillent dans le domaine de la médiation en santé, de la santé communautaire à Mayotte. Et moi-même, Loïc, qui suis infectiologue à Cayenne et qui vais essayer de faire en sorte que ce débat soit un peu animé et que ça nous réveille progressivement de notre nuit courte entre ceux qui ont fait la fête et ceux qui ont travaillé. On s'est intéressé, quand on a discuté avec Monsef, on s'est dit qu'il faut faire une table ronde qui permette d'unir les trois disciplines. Et c'est vrai qu'on a pensé à la médiation en santé. Alors, Naïra, elle se moque de moi parce qu'on n'avait pas exactement compris jusqu'à hier soir qu'on serait tous à cette table. Mais c'est pas grave, l'idée c'était quand même de faire quelque chose d'un peu intégratif entre trois domaines très différents, addicto, santé sexuelle et infectiologie émergente. Alors, santé sexuelle et infectiologie émergente, on a l'habitude de travailler ensemble. L'addicto, c'est des gens bizarres, parfois avec des chapeaux bizarres et des chemises bizarres. Je ne prendrai pas d'exemple dans le salle, ou des pantalons bizarres, un peu psychédéliques. Et donc, on s'est dit, la médiation en santé, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien professionnel, et que c'était d'aller interroger là-dessus, ça pouvait être intéressant. Alors, Margot, elle m'a fait réviser dans la voiture sur la définition exacte de la médiation en santé. On s'est dit que pour commencer par ça, ça pourrait être bien selon la HAS. Et la médiation en santé, elle s'est institutionnalisée à partir du moment où on part du principe qu'un système de santé qui est censé être égalitaire en termes d'accès aux soins, de prévention et d'accès aux droits, pour tous, et ben ce système ne l'est pas forcément, et en particulier pour des populations précaires, des populations dans des situations particulières, des personnes éloignées du soin. Et ben, il fallait mettre quelque chose de plus en place, et la médiation en santé, elle a donc pour but, un double but, une interface entre, ces populations précaires et ou isolées du système de santé. Donc c'est de faciliter pour ces populations l'accès aux droits, l'accès à la prévention et l'accès aux soins. Et à l'inverse, ça ne veut pas faire partie des choses dont on va discuter aussi. Le deuxième axe, c'est aussi dans l'autre sens, c'est permettre aux soignants et aux équipes soignantes de comprendre quels sont les obstacles des populations cibles dont on parle dans leur accès, toujours la même chose, aux droits, à la prévention et aux soins. C'est vrai que nous, en Guyane, la médiation en santé, c'est quelque chose qui s'était mis en place progressivement d'une population très hétéroclite. Ça a complètement explosé avec le Covid. Et maintenant, c'est devenu presque une évidence. Mais c'est vrai que cette table ronde, elle donne l'occasion de discuter à plusieurs là-dessus. Voilà, et donc comme on en discutait avec les collègues, on s'est dit qu'on allait donner la parole à chacun avec deux questions, en essayant de ne pas dépasser le timing. La première question, c'est dans quelle mesure est-ce que la médiation en santé peut avoir un intérêt dans le champ d'application de chacun dans son domaine, et puis après, si on a le temps, que chacun puisse raconter un exemple d'utilisation de la médiation en santé dans son quotidien de professionnel. Est-ce que, Corinne, tu veux commencer ou est-ce que... Ok. Oui, mais c'est une super incruste. Alors peut-être, eh ben on va faire dans l'ordre. Margot, à toi la parole. Le champ d'application dans ton quotidien de la médiation en santé. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Margot, je travaille à la Croix-Rouge française et du coup, je rectifie ce qu'a dit Loïc. Je ne travaille pas à Mayotte, je travaille en Guyane. Du coup, nous, on déploie des projets auprès de personnes qui sont en situation de vulnérabilité, de précarité. Je ne sais pas pourquoi ce micro ne fonctionne pas très bien. Alors c'est moi qui ne sais pas parler dedans. Est-ce que c'est mieux? Non. Bon, si c'est pénible, je le poserai, puis je parlerai très fort. Super.
Oui, donc du coup, nous, en Guyane française, on a quand même une bonne partie de la population qui est en situation de vulnérabilité et en situation de précarité. On a, dans le seul chiffre officiel qui existe, 63 quartiers informels qui sont recensés. Ça représente à peu près 20 000 habitants, mais on sait très bien qu'il y a une sous-estimation et du nombre de quartiers informels et du nombre d'habitants qui y vivent. C'est des personnes qui sont ressortissantes de plusieurs pays alentours et on a une grosse frange de la population immigrée qui provient d'Haïti. Et la majorité de ces personnes sont dans une situation administrative irrégulière pour des raisons diverses et variées. Et voilà, ils se retrouvent du coup concentrés dans ces zones d'habitat informel. Et donc nous, notre approche, en tout cas au sein de la Croix-Rouge, c'est d'aller vers ces personnes. Donc on intervient exclusivement dans les quartiers spontanés et on va les approcher en fait sous le prisme de la prévention, de la promotion de la santé, et on va faire en sorte de les accompagner pour diminuer les risques sanitaires qui sont en lien avec l'insalubrité de leur milieu de vie. Parce que les quartiers informels, c'est évidemment des quartiers qui ne sont pas viabilisés. Il n'y a pas de réseau d'eau potable, il n'y a pas de réseau d'assainissement, il n'y a pas de gestion des déchets à l'intérieur des quartiers. Donc voilà, il y a des risques sanitaires qui sont quand même assez importants. Et puis on a des petites maladies sympathiques en Guyane qui se développent assez facilement. Donc voilà, nous on intervient dans la prévention des maladies à transmission vectorielle, certaines zoonoses et de maladies hydriques, parce que voilà, sur la consommation d'eau qui n'est pas potabilisée, de la récupération d'eau de pluie, de l'eau de puits, etc., etc. Donc nous, on est plutôt dans le domaine des maladies infectieuses émergentes. Après, en Guyane, je ne vais pas faire beaucoup plus long, la médiation en santé est très ancrée dans le territoire. Depuis l'explosion, ça a été le Covid, mais il y a quand même certaines assos qui déployaient des approches en médiation en santé depuis une vingtaine d'années. Et la médiation en santé, elle est bien ancrée aujourd'hui en Guyane et elle est déployée dans des domaines divers et variés, en santé sexuelle notamment. Elle est ancrée dans les hôpitaux. Il y a des postes de médiateurs en santé de plus en plus. Il y a de plus en plus de postes aussi dans les projets de recherche qui sont portés par l'unité d'investigation clinique de l'hôpital de Cayenne. Et voilà, donc on intervient dans plein de domaines, mais peut-être que du coup je vais passer le micro à mon voisin et puis je développerai un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire nous au niveau de la Croix-Rouge. Okay, merci Margot. Bonjour tout le monde. Moi c'est Honoré Ouemenou. Donc, je suis le directeur du pôle prévention santé à la Croix-Rouge française de Mayotte. Donc, effectivement, nous sommes des collègues. Margot vient de présenter un peu la situation à Guyane. Je pense que le contexte est très semblable à celui de Mayotte, avec une grande précarité, une population très jeune, mais qui vit dans des milieux très insalubres. Et aujourd'hui, nous, au niveau du pôle prévention en santé, effectivement, on a identifié, on a fait l'état des lieux et on a constaté, effectivement, pour qu'on soit proche de cette population, il faut travailler avec la communauté. Et comment travailler avec la communauté? Donc, on a pensé à cette approche avec l'ARS qui est développée, qu'il a dit, avec l'avènement de Covid, qui s'est explosé et qui a permis aussi de voir que sur Mayotte, on a la possibilité de travailler avec la communauté, d'intégrer la communauté dans les actions de promotion, de prévention de la santé. Et il y a plusieurs associations qui travaillent sur ce concept. D'autres l'appellent par le nom de médiateurs, d'autres de facilitateurs. Nous, on s'est plutôt orienté sur les relais communautaires. Donc, on parle plutôt de relais de proximité. Et ces relais ont été identifiés dans les quartiers. Donc, c'est des gens qui sont connus de la population dans leur quartier, qui sont une référence en quelque sorte quand il y a des situations de santé. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement cette interface en fait, entre le système de santé global et ces populations qui sont très éloignées en fait, de ce centre de santé et qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à avoir accès.
Donc, nous, par le biais des relais qui sont, dans un premier temps, identifiés, qui sont accompagnés, formés sur l'ensemble de nos problématiques. Je rappelle qu'au niveau du pôle prévention santé, on a 5 dispositifs. On a le dispositif de l'accès à l'eau potable, le dispositif de la santé sexuelle et reproductive, et le dispositif de la malnutrition infantile et aussi le dispositif de la santé communautaire qui, effectivement, accompagne les relais communautaires. Donc, sur ce volet, non seulement on les forme sur nos problématiques internes, mais aussi on essaie de les accompagner à ce qu'ils soient reconnus par d'autres structures, afin qu'on puisse leur apporter une connaissance beaucoup plus diversifiée sur la santé globale. Voilà, pas que sur nos problématiques, mais aussi que ce soit sur le diabète, que ce soit sur les addictions, et ainsi de suite. Donc, ce sont des personnes vraiment sur qui on compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés parce que les accompagner, ce sont des personnes qui sont non seulement en situation administrative compliquée, mais aussi qui ne savent pas ni lire ni écrire. Donc, il faut les accompagner. Ça prend énormément du temps. Et voilà, donc on y arrive, on essaie de travailler là-dessus. Donc, ce dispositif est vraiment transversal sur l'ensemble de nos dispositifs, que ce soit au niveau du pôle, mais aussi sur les d'autres dispositifs de la Croix-Rouge à Mayotte. Je laisserai éventuellement s'il y a des questions. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Corinne de France, Association Opélia, je suis directrice du développement. Pour tenter de répondre à la question de la médiation en santé en addicto, je dirais d'abord qu'il y a tout un processus, en fait. Que la médiation en santé en addicto, ça veut dire plusieurs modalités, de la prévention aux soins, et que c'est quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans le temps pour faciliter d'abord la communication entre les personnes qu'on peut accueillir, accompagner, et leurs entourages au pluriel, parce que l'entourage, c'est évidemment les professionnels de santé, mais c'est aussi la famille, les amis, qui peuvent jouer un rôle clé dans le rétablissement, dans le parcours de rétablissement de la personne. Donc, dans le milieu de l'addicto, on travaille avec des médiateurs santé-pairs, de plus en plus. C'est des fonctions qui se sont aussi beaucoup développées, avec des modalités d'intervention différentes. Je crois qu'il y a un apprivoisement aussi de la fonction par les médiateurs santé-pairs, qui se fait au fur et à mesure, mais aussi par les équipes qui travaillent avec les médiateurs santé-pairs, parce que ce n'est pas quelque chose qui existe depuis forcément très longtemps, ou qui existait, mais qui se professionnalise, qui donc peut vraiment être un levier pour participer notamment à la réduction des risques. Je crois que c'est extrêmement important parce que la fonction du médiateur, elle est aussi dans sa neutralité, dans un principe de neutralité entre la personne qui peut exposer ses difficultés et les professionnels qui vont pouvoir l'accompagner. Oui. Oui. Alors, OK. Donc, les médiateurs santé-pairs, en tout cas ceux qui travaillent à Opélia en particulier, parce que c'est ceux que je connais le mieux, ont une fonction d'accompagnement des personnes du fait de leur vécu de conduite addictive, de leurs expériences de consommation. Et donc, le fait de connaître eux-mêmes les consommations peuvent être un support d'accompagnement. C'est-à-dire que on pense que le fait d'avoir soi-même vécu des expériences de consommation va aider à construire la relation de confiance, va permettre de s'exposer, peut-être en pensant qu'on a moins de risques à s'exposer auprès d'un professionnel, néanmoins, qui a vécu des expériences, qui aide aussi à déstigmatiser tous ces parcours qui sont ponctués. Justement, vous parliez de vulnérabilité, vous parliez de fragilité. Je crois que les personnes qu'on accompagne sont souvent des personnes très stigmatisées. Et le médiateur va aussi jouer un rôle important dans l'idée de la déstigmatisation. Donc c'est vraiment un relais, le médiateur santé-pair, entre les professionnels de l'addictologie
qui vont accompagner le rétablissement avec quelque chose d'un peu, comment dire, d'un chaînon qui va aider, qui va mailler entre la personne qu'on accompagne et les professionnels. Par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de repenser à hier, à cette association Kaja Kaona, qui nous a montré aussi un support, qui est le film, qui est aussi un support de médiation, quelque part. C'est-à-dire qu'en prévention, en addictologie, on utilise aussi des supports de médiation qui vont permettre de faciliter la communication. Et moi, j'aime à penser que la médiation, c'est comme un peu un paravent. C'est-à-dire que ça permet de s'exposer sans trop prendre de risques. C'est-à-dire que ça permet de dire, de se dévoiler sans trop en dire. Et que les supports qu'on va utiliser vont permettre de, non seulement de diminuer les risques, de faciliter l'accès aux soins, à la prévention, mais aussi de mieux se comprendre et d'abaisser les croyances, les représentations, les discriminations. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand je compare le métier de Margot au tien, finalement la médiation, elle va aller puiser ses ressources dans la population qu'on cherche à atteindre. Margot, ses équipes, elles sont multiculturelles, multiethniques, avec des patients issus de la communauté haïtienne, enfin pas des patients, des personnes issues de la communauté haïtienne, brésilienne, péruvienne, qui sont aussi les populations cibles des quartiers. Et toi, finalement, en parallèle, les gens que tu vas utiliser, avec qui tu vas travailler pour la médiation, c'est des gens issus des populations qui ont consommé à un moment, et donc qui permet justement une interface de se comprendre. À toi, Pierre. Merci bien. Je pense qu'on va retrouver un petit peu les mêmes principes, alors que dans un contexte complètement différent. Donc moi, je suis Pierre Tadevin, je suis infectiologue dans l'ouest de la France, à Rennes, dans un CHU. Et le sujet sur lequel on a vraiment beaucoup recours et beaucoup besoin de la médiation en santé, c'est le suivi, l'annonce et le suivi des PV-VIH, dont l'épidémiologie, alors c'est pas très original à Rennes par rapport au reste de la métropole, mais on a plus de la moitié des patients qui sont africains, qui viennent de pays très, très variés, et pour lequel finalement la mission, quand on les reçoit au début, quand on leur annonce la séropositivité, puisque souvent ça se passe à l'hôpital, on sait que le challenge va être réussi si finalement ils arrivent à faire la transition vers la ville, que l'hôpital ne devienne plus au fil des années que juste un rendez-vous où ils vont passer une demi-heure par an et où ils savent qu'ils peuvent appeler s'ils ont un problème, mais finalement avec les années, c'est de moins en moins. Donc on n'a pas vraiment de médiateur de santé à l'hôpital avec ce poste-là affiché, parce qu'on n'en a probablement pas tant que ça besoin. L'objectif est vraiment que les patients puissent rapidement se rediriger vers la vie normale, vers la ville. Mais par contre, on a des relations assez étroites avec deux types de médiation en santé qui nous aident beaucoup. Donc il y a une partie qui ressemble à cette histoire de médiateur pair. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, nous, on essaye de passer du temps. On peut passer une demi-heure, une heure à essayer de répondre à toutes les questions que les patients peuvent se poser au moment où ils reçoivent le choc de savoir qui sont séropositifs, et de leur montrer des images, enfin de faire quelque chose de rassurant, de pas trop technique, et puis de les laisser partir avec le traitement dès le premier jour. En général, c'est apprécié. Mais on s'est rendu compte au fil des années qu'il y a toujours une petite suspicion que le gars qui est avec sa blouse blanche dans le bureau, blanc, assez éloigné finalement du contexte de vie dans lequel ils ont jusqu'ici vécu, peut-être ce qu'ils racontent, c'est pas vrai. Alors, c'est pas qu'ils nous font pas confiance directement, mais ils ont besoin probablement d'un regard plus proche de leur vécu à eux. Et au fil des années, on a développé le fait que parmi la cohorte des patients qui sont suivis dans le service, qui sont environ 1500, on a quelques volontaires qui sont OK pour donner leur numéro, pour revoir après des personnes à qui on vient d'annoncer la séropositivité et qui viennent du même pays ou du même coin. Et ça, on s'est aperçu que ça avait une énorme valeur, parce que ça permet aux patients, s'ils le souhaitent, ils ne sont pas du tout obligés, mais d'aller contacter donc un pair médiateur en santé qui vient à peu près du même coin, et ils peuvent se retrouver. Des fois, ils vont boire un coup en ville, des fois, on peut aussi leur réserver une salle à l'hôpital, ils se voient où ils veulent, en fait, c'est leur choix. Mais ça apporte beaucoup, je pense, qu'ils puissent voir que quelqu'un d'autre est passé par leur circuit et quelques mois, quelques années plus tard, a une vie qui est... personne n'a des vies parfaites, et notamment dans ces populations, il y a souvent des trajectoires compliquées. Mais c'est à la fois, ça leur permet de se projeter dans l'avenir, et puis ça conforte. C'est-à-dire qu'on leur a raconté des choses assez rassurantes au départ, par rapport à l'image qui se faisait du VIH et du SIDA.
Et ils peuvent voir cette vraie image de quelqu'un qui leur ressemble et qui dit bah oui, c'est vrai, moi on m'avait dit ça, mais effectivement ça va mieux. Et dans l'autre, alors je ne sais pas si c'est à raconter au niveau des exemples, mais depuis quelques années, on s'est aperçu qu'il y a un autre truc qu'on ne faisait pas bien et pour lequel on a fait des progrès, c'est l'annonce dans l'entourage. Parce que les patients, quand on leur annonce, on leur dit ce serait bien de pouvoir dire à votre partenaire et éventuellement à vos enfants, alors ça dépend à quel moment de la vie des enfants, hein, ça ne se dit pas quand ils sont petits. Et jusqu'ici, les patients faisaient leur chemin, et puis un jour, ils nous disaient bah, « Ok, je voudrais en parler à mon mari, à ma femme, ou à mon compagnon, ou à mon enfant qui vient d'avoir 20 ans et qui se pose des questions. » Et en général, on faisait venir la personne en consultation. On faisait des consultes à 3, je crois qu'il y a beaucoup de centres qui font comme ça, où on répondait aux questions. La personne qui venait savait qu'on allait lui annoncer quelque chose, mais souvent, elle ne savait pas quoi. Et on essaye de rassurer, d'expliquer que ce n'est pas contagieux, etc. Et on s'est rendu compte que ça dépossédait un peu les patients de ce... Quelque part, ils auraient aimé quand même être plus acteurs eux-mêmes de cette annonce, et parfois ils le font. Et donc, on a mis en place un système avec aussi de la médiation en santé où ils s'entraînent. On a en fait un petit financement pour avoir des acteurs qui jouent le rôle de l'enfant, du mari, de la femme, et à qui les patients vont annoncer du coup. Et donc l'acteur va faire semblant de découvrir, et du coup ça permet un petit peu de donner plus de liberté au patient, qui peut quand même choisir de venir faire l'annonce à l'hôpital avec son compagnon s'il préfère, mais qui avec ce système-là peut s'entraîner un peu à raconter, à tester un peu les réactions de l'entourage, et puis à finalement faire ça beaucoup mieux. Donc c'est les deux exemples qu'on a. Alors c'est des contextes très différents, bien sûr, de la Croix-Rouge de Guyane ou de Mayotte, mais ça nous a beaucoup aidé et c'est quelque chose que si on était resté technique, soignant, médecin, on n'aurait probablement pas réussi. C'est en écoutant finalement les gens et ce qui les gêne qu'on a pu trouver les solutions partielles. Je suis hyper frustré parce que j'ai l'impression que ce serait l'introduction au moins d'une matinée. On allait parler de ça, on vient à peine de commencer, puis c'est déjà l'heure. J'ai juste une petite anecdote pour ceux qui se demanderaient c'est quoi la différence entre traducteur et médiateur, parce que au sein du corps médical, on a mis longtemps, et moi le premier à comprendre, pour des raisons, enfin je vis depuis longtemps en Guyane et je parle relativement bien portugais. Et sur, justement, on va dire, dans une situation d'annonce comme ça m'arrive souvent d'être avec le médiateur et puis le patient brésilien à qui je fais l'annonce, pas forcément du VIH ou d'autres choses. Et combien de fois je me suis retrouvé en présence du médiateur, et donc je parle en portugais au patient qui est devant moi, je lui explique, et là il se tourne vers le médiateur, et le médiateur lui répète exactement ce que je viens de lui dire, et là il comprend. Alors que, évidemment, je n'ai pas exactement mon accent qu'un brésilien, mais je m'en sors pas trop mal. Et le fait que ça soit une tierce personne, éventuellement avec des mots plus simples ou plus de là. Et donc, c'est vraiment, on a mis du temps, nous, au niveau des soignants, à comprendre qu'un médiateur, ce n'était pas un simple traducteur ou quelqu'un qui aidait à faire les dossiers de préfecture. On vient de commencer, mais on doit déjà clôturer. Il y a plein de sessions qui nous attendent. Merci à tous les 4, et en particulier à eux 2 qui ont été punis au dernier moment. Merci à tous et de très bonne journée de congrès.